je pense qu'il y a trois choses qui sont très importantes. Mhm. La première, c'est l'état d'esprit. La deuxième, garder les pieds sur terre. Et la troisième, la vision. Donc. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo de parcours de développeur. Je sais que je vous le fais tout le temps, parcours de développeur. Cette fois-ci, nous allons en France pour rencontrer Jovial. Alors Jovial, c'est un product owner qui a 7 ans d'expérience dans le domaine de product owner. Tout au long de cette vidéo-là, Jovial nous fait un retour, un récapitulatif de toutes ses expériences, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit en CDI, que ce soit dans le domaine du freelancing, que ce soit dans le domaine de la réalisation d'un projet et jusqu'à la vente de ce projet-là. Alors, c'est une vidéo quand même très intéressante, comme j'ai l'habitude de le dire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu, à la fin de la vidéo. À liker la vidéo, les gars, comme d'habitude, pour accroître la communauté et nous rejoindre directement sur Discord. Allez, les gars, c'est parti. Donc, bonjour Jovial, merci au fait de nous accorder ton temps sur JeuxLab pour partager ton expérience et faire profiter à la communauté. Donc, je vais commencer déjà par une première question, c'est qui Jovial? Salut Mofid, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Jovial. Globalement, je suis aujourd'hui un chef de produit senior, donc j'aide les entreprises à mieux comprendre leurs utilisateurs pour produire des applications qui sont cohérentes avec ces besoins-là, pour qu'ils puissent tenir sur la durée et qu'ils puissent itérer facilement sur ces solutions. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, de manière générale, Jovial a combien d'expérience dans ce domaine de product-là? Donc, ça va faire aujourd'hui, j'ai envie de dire, globalement 7 ans que je travaille sur des problématiques de parcours utilisateur. Donc, comme tu le sais, mais pas les auditeurs, j'ai commencé en tant que freelance designer donc pendant 1 à 2 ans. Oui. Ensuite, j'ai de mon propre produit qui était plus point. Donc, l'idée, c'était de pouvoir aider les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à produire des vidéos animées depuis leur ordinateur parce que nous, on avait compilé une série d'assets qu'on avait dessinés nous-mêmes. Et l'idée, c'était de mettre cela à disposition pour qu'ils puissent évoluer sur la durée. Donc, au final, cette appli-là n'a pas tenu sur le long terme. Bon, je te donnerai les raisons un peu plus tard. Ça peut être intéressant pour les éditeurs. Oui. Et du coup, avec l'expérience qu'on a accumulée pendant 2-3 ans sur ce produit-là, on a tous recyclé nos compétences. Donc, moi, les autres collègues cofondateurs et les développeurs avec qui on a travaillé. Oui. Et donc, aujourd'hui, avec ce recul-là, avec cette première expérience en tant que product manager ou product owner, peu importe comment on veut l'appeler, Oui. je me suis recyclé en tant que product owner et aujourd'hui, du coup, c'est cette compétence-là que je mets à disposition des entreprises depuis un peu plus de 3 ans. Ok, donc parfait. au total, voilà, ça fera 7 ans que je suis sur des sujets de 7 ans parcours dans le utilisateur domaine. research. Oui. Il y a plein de mots qui reviennent dans tout ce que tu as dit. J'ai entendu product owner, j'ai entendu chef de projet, j'ai entendu freelancing. Mais déjà, on va commencer par une première partie. C'est quoi, au fait, le rôle d'un product owner de manière générale dans une entreprise? Alors, ça va dépendre de plusieurs petites choses, de la taille de l'entreprise, de ses besoins. Mais je vais essayer d'éclater les différentes définitions pour que ce soit clair pour tout le monde. En entreprise, lorsqu'on est sur une problématique produit, on a plusieurs métiers, ce qu'on appelle les services. On a les sales qui sont chargés de vendre le produit. On a l'équipe product qui est chargée de construire le produit. Et on a l'équipe, je sais pas, déploiement qui est peut-être chargée plutôt d'installation du produit, de la maintenance, etc. Ok. Donc, je prends que ces 3 éléments pour le coup, par exemple. Donc, dans l'équipe produit, du coup, on a 2 métiers qui sont plutôt intéressants. Donc, l'idée du premier, c'est de pouvoir comprendre ce que l'utilisateur recherche. Donc, si par exemple, on est sur un contexte produit à B2B, par exemple, où voilà, on doit discuter avec des clients, on doit connaître ce qu'ils recherchent, on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir assimiler le métier, parce que l'idée, justement, c'est nous de proposer une solution en tant que technicien qui se rapproche de ce que le métier, ce que les clients recherchent. Donc, du coup, on a besoin d'une personne qui va pouvoir assimiler cette connaissance métier-là et nous aider à la traduire en solution technique. Ok. Et parallèlement, on a besoin d'un product owner qui va du coup récupérer cette connaissance, la perfectionner en solution et du coup la spécifier pour que l'équipe technique comprenne. Globalement, le product owner, c'est une partie d'un squad technique, d'un squad produit. Ok. Et voilà, son rôle, c'est très souvent de n'intervenir qu'à la délivrer, donc de produire de la spécification concrète. Ok. Maintenant, comme je disais, ça dépend des tailles d'entreprise. Donc, les entreprises réduites ont tendance à fusionner les deux rôles. Donc, autant le rôle de la
discovery qui est celui du product manager, donc celui-là qui fait la recherche produit, autant celui de la delivery, celui qui fait la spécification, donc la delivery, je sais pas si j'ai détaillé. Ok. Donc du coup, les deux rôles qui sont le premier, celui qui fait de la recherche et celui qui fait de la spécification, on les fusionne très souvent selon la taille des entreprises. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le product owner, ça peut être souvent celui qui va récupérer la connaissance métier, donc qui va échanger avec les différents métiers. Oui. Mais selon le niveau de maturité agile de l'entreprise, ça sera très souvent celui-là qui reçoit les différents bundles, enfin les différents artefacts et qui fait des spécifications qui vont avec, Ok. et qui donne une direction au D'accord. produit. D'accord, je vois, parfait, parfait. Donc là, ça fait 7 ans dans le domaine et qu'est-ce que tu as retenu de manière générale, vu ton différent parcours là, qu'est-ce que toi, tu peux dire en une phrase, par exemple, qui t'a marqué dans ce domaine et qui t'a fait rester dedans pendant 7 ans, par exemple? Je pense que aujourd'hui concrètement, je sais pas si je suis resté par choix ou parce que c'est la vie qui m'a poussé dans cette direction. Mais globalement, vu que j'ai été gérant de mon propre produit, ça m'a donné un premier regard, Ok. une première aperçu, pouvoir échanger avec mes futurs clients, leur dire, bah, écoutez, j'ai prévu de vous proposer une appli qui permet de faire ceci, est-ce que ça vous intéresserait, comment est-ce que vous le voyez, etc. Ouais. Et c'est à force d'échanger avec eux que je me suis rendu compte que c'était une compétence, en fait, Ouais. un métier que j'étais en train de, un métier sur lequel je suis en train de construire de l'expertise. Ouais. Et du coup, ensuite, ben, à force d'y être, je me suis intéressé au périmètre. Donc aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur la direction des produits informatiques, c'était la place qui était appropriée pour mon rôle. Ok. Donc en principe, très souvent, hein, c'est souvent le cas. Donc, je prends un exemple très simple. Là, on a Price Crash par exemple, c'est une appli qui a été rachetée par Booking.com. Et du coup, le gérant de cette appli-là, Price Match, pardon, lorsqu'il a été racheté par Booking, il s'est retrouvé comme product manager. Je prends cet exemple pour dire Ouais. qu'en fait, très souvent, lorsqu'on a été ex-gérant d'une application tech, Ouais. on se retrouve, si on est amené à recycler sa compétence en tant que product manager ou product owner. Parce que Ouais. c'est la position qui reflète le mieux l'expérience qu'on est capable d'offrir sur un produit informatique. Parfait, parfait. Donc voilà. Ok, je comprends très bien. Mais quand même, 7 ans dans le domaine, qu'est-ce qui t'a amené à te pencher un peu dans le domaine du freelance? Pourquoi être déjà en CDI, 7 ans dans le domaine? Pourquoi t'as voulu aller regarder ce côté freelancing là? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Honnêtement, je n'ai pas de préférence entre, de toute façon, pour être très transparent, je n'ai pas de préférence entre être freelance et être en CDI. Ok, Le plus important, c'est la valeur qu'on donne à sa position au sein du projet sur lequel on travaille. ok, Donc très souvent, quand moi je travaille sur un projet, je le considère comme un projet. Donc je ne me considère pas en entreprise, je me considère sur un projet. ok, C'est ce qui fait que ça change totalement ma différence et je m'en fiche d'être en CDI ou en freelance. ok, Et cette approche de me dire que je suis sur un projet et que je me donne des OKR, donc OKR c'est des objectifs, euh, ça change tout mon regard. ok. Maintenant, effectivement, quand on est en freelance ou quand on est en CDI, on n'a pas les mêmes engagements, on n'a pas les mêmes, la même, les mêmes engagements au final. C'est la même motivation, la même volonté à produire de la valeur, Oui, c'est vrai. Mais je pense que de toutes les façons, lorsqu'on a une certaine conscience professionnelle, qu'on soit en freelance ou qu'on soit en CDI, on a envie de produire de la valeur qui va rester dans l'entreprise. ok, Donc, moi, au final, voilà, ce qui compte pour moi, c'est plus le regard que j'ai, donc du coup, le regard projet. oui, Et au final, voilà, oui. vraiment, ça peut dépendre de la taille du projet. Donc, il y en a qui sont souvent très courts, très intéressants et qui ont une valeur financière plutôt intéressante aussi. Je vois. Mais ça, franchement, c'est des détails, quoi. Ok, d'accord. Mais pensez que le domaine du freelance actuellement, hein, que ce soit dans le domaine de création d'applications, dans le domaine de l'informatique, c'est un peu rude où cette fois-ci, il y a plein de développeurs maintenant qui se lancent. Mais comment toi, tu as fait pour tes débuts à trouver rapidement le premier client ou tu as eu à postuler sur des sites de freelancing? Tu as été directement ciblé par des clients. C'est une très bonne question, Moufid, parce que dans mon cas, je pense que j'ai été un peu chanceux parce que les premières opportunités que j'ai saisies, c'était du lobby parce que voilà, j'avais déjà un début d'expérience, j'avais géré un produit, je venais d'une communauté de start-up, il y en avait quand même qui me connaissaient et j'avais construit une réputation
sur quelques plateformes, notamment LinkedIn et Facebook. Et Ok. du coup, j'ai eu la chance que lorsque j'étais en recherche, il y en avait déjà qui étaient intéressés à travailler avec moi. Ok. Donc ça m'a permis de, entre guillemets, survivre. Maintenant, progressivement, oui, ma communauté ou la réputation que je pouvais avoir ne pouvait même pas correspondre à 0,001% de la planète. Donc forcément, il faut se retrouver, faut être monsieur un peu plus de communauté pour défendre ce qu'on est capable d'offrir comme compétences. Et pour le coup, en fait, j'ai envie de dire que ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Au Ok. cas de la France, par exemple, France République et Malte ont été de très bons outils République et pour Malte, t'as dit? c'est France République. Ok, Franco, oui. Pardon. Freelance Freelance République, République. ouais. Ok. Et Voilà. Malte, Donc, ok. c'est deux bons outils sur lesquels, en me positionnant, j'ai eu la chance de recevoir des appels sur lesquels, voilà, on a pu on a pu se matcher. Mhm. Mais, heureusement, on est dans un milieu dans lequel il y a de la demande, donc il suffit juste de se trouver sur les bonnes plateformes et en principe, il n'y a même pas besoin de chercher longtemps, juste en tapant plateforme de freelance sur le net, on en trouve pas mal. Ok, d'accord, parfait. Voilà. Parfait. Est-ce que le personal branding a eu un effet sur le fait que, après avoir trouvé tous ces clients-là, tu as pu être contacté par d'autres? Et comment, toi, en fait, c'est quoi ton regard par rapport à cet outil-là qu'on appelle personal branding? Tu fais bien de dire que le personal branding, c'est un outil parce qu'effectivement, son objectif, c'est de nous aider à faire de l'acquisition naturelle. En gros, Ok. j'ai envie de le dire comme ça. Parce Ouais. que l'acquisition naturelle en tant que freelance est très important parce que l'objectif, justement, c'est de ne pas investir. Et nous sommes notre propre produit au final. Puisque, voilà, en fait, c'est nous le produit qu'on vend. Ouais. Et comme n'importe quel produit, on a plusieurs outils. Donc, c'est le référencement, voilà, avoir son propre site internet, etc. Enfin, on a plusieurs canaux d'acquisition, plusieurs outils d'acquisition. Et le personal branding, en fait, c'est un outil qui nous permet de tenir sur la durée et de valoriser l'expérience qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, comme n'importe quel produit, l'emballage est important. On a beau être compétent, si on ne paraît pas compétent, ça devient dommage. Donc, Ouais. du coup, il faut parfois défendre la compétence qu'on a en proposant de la valeur gratuite. Et c'est comme tout l'intérêt de cette interview qu'on a, par exemple, Ouais. ou de pouvoir proposer régulièrement des contenus plutôt enrichissants pour d'autres personnes de la même communauté. Ouais. Donc moi aujourd'hui en tant que product, ça m'arrive souvent, mais je l'ai commencé il y a même pas un an, de pouvoir proposer en fait un retour d'expérience sur mon vécu sur les produits sur lesquels je travaille, en expliquant par exemple que voilà en fait ce serait plutôt intéressant lorsqu'on travaille sur un produit from scratch Ok. de ne pas très tôt s'asseoir sur la spécification ou la delivery de façon large, Ouais. mais de pouvoir valider au moins la search et la delivery en amont. Ok, Donc, d'accord. il y a beaucoup de choses à se dire et du coup, ça attire l'attention. Ça démontre en fait une expertise qu'on n'a même pas besoin de défendre avec un CV. Ok. Et du coup, les gens s'y intéressent un peu plus et se rapprochent de la personne en question et voilà, ça crée en fait une sorte de crédibilité zéro. Ok. Donc, je pense que le personal branding, c'est un outil d'acquisition naturelle. C'est un outil que tous les professionnels devraient exploiter aujourd'hui pour défendre leurs compétences. Et globalement, mais c'est extrêmement simple, il suffit juste de partager son retour d'expérience sur les différents réseaux sur lesquels on estime pouvoir trouver de futurs professionnels avec qui on peut travailler. Oui, parfait, parfait. Et Jovial, tu as parlé tout à l'heure de PurePoint, que c'est une solution que tu as développée et après que tu as revendue. Donc là, on rentre dans le domaine du chiffre et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a amené à développer PurePoint? C'est quoi l'objectif pour tous ceux qui ne connaissent pas déjà l'application? Ok, bon, pour la petite histoire, je t'ai dit au départ, je suis designer. J'ai toujours été designer. En fait, même plus loin, je suis dessinateur. Je suis peintre. Je fais de la peinture à huile. Et quand je suis allé à l'université, je voulais digitaliser ma compétence. J'ai découvert le dessin numérique. Voilà, je me suis intéressé de près. Et j'ai eu la chance, encore un peu de lobby, qu'à l'école, les directeurs de l'école me mettent en relation avec des clients, enfin des partenaires, j'ai envie de dire, ou des ex-camarades d'école à lui, et du coup, qu'à partir de ça, je puisse négocier mes premières opportunités de conseil en design ou en parcours utilisateur. Et en gros, globalement, au fil des demandes, enfin, au fil des deals, des closings, il y avait des demandes qui arrivaient très souvent, comme quoi c'est un client, pour le coup, pour moi, voulait que je leur propose
de mettre à jour puisque les vidéos, c'était l'une des fonctions, enfin, l'un des services que je proposais, de mettre à jour ces vidéos-là eux-mêmes. Parce que voilà, en fait, ils étaient embêtés qu'à chaque fois, quand je leur propose le contenu final, en fait, c'était une compilation finie, donc il y avait pas moyen de la rééditer à leur niveau, en tout cas. Ok. Donc, ils voulaient que je leur propose quelque chose de plutôt collaboratif dans lequel ils pouvaient faire des mises à jour, voilà, avec moi. Sauf que, en fait, non, une compilation, c'est pas possible de le faire, c'est comme un fichier PDF. Bon, peut-être un peu plus loin, mais en gros, ils peuvent pas modifier certaines séquences, certaines structures eux-mêmes, etc. Oui. Et du coup, là, ça m'est venu l'idée de penser à ce logiciel-là. Je me suis associé avec, j'ai fait une première levée de fonds, puisque j'étais le seul capitaine à bord. Oui. J'ai fait une première levée de fonds, j'ai accueilli une belle équipe de collaborateurs, donc le CTO avec qui on a travaillé pendant un bon moment, Clin d'œil Feuillant. Et avec lui, on a développé la solution et les développeurs qu'on a recrutés, sauf qu'on l'a mal développé, en fait. Oui. Donc, on n'avait pas forcément l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et le produit, au final, c'est un très beau moteur qui permettait de gérer de façon très élégante les séquences motion. C'est un long sujet. Mais globalement, fonctionnellement, on n'était pas fixé sur la manière dont on voulait distribuer la solution, ni à qui est-ce qu'on voulait la distribuer. Au final, on était perdu entre plusieurs périmètres produits et on avait l'impression qu'on était sous l'eau à devoir investir beaucoup trop de fonds pour faire évoluer le produit. Ok, donc là, on a eu la chance au final que quand Concurrent nous propose d'absorber notre moteur, et il a récupéré pour ses propres activités. D'accord. Voilà. Pourquoi tu le mets sous la condition de la chance? Est-ce que le produit, selon toi, ne vaut pas le prix et déjà on n'a pas le prix, mais pourquoi en fait tu mets ça sous le coup de la chance? Est-ce que c'est vraiment une chance? Pour moi, je mets beaucoup de choses sur le coup de la chance parce que je pense que avec l'équipe de Pulpointe et avec tous les projets sur lesquels on a travaillé, on n'est pas les seuls ni les premiers à être malins et à travailler sur des sujets complexes ou intéressants. Mais par contre, on n'a pas tous la possibilité de construire un produit qui finalement n'aboutit pas et qui a la chance d'être récupéré. Donc, on arrive à faire un peu de yield en fait sur le produit, yield du rendement, du pseudo-rendement. Donc là, en fait, concrètement, pour moi, c'est de la chance dans le sens où, oui, en fait, on fait partie de ceux-là qui ont pu construire un produit de zéro, qui ont réussi à mobiliser des fonds pour ça. Et finalement, le produit a réussi à être absorbé par une autre personne. Donc là, au final, tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Donc il y en a qui travaillent sur des produits et au final, ils sont obligés de les drop, de les mettre de zéro et de les abandonner carrément et de n'avancer ou de ne recycler que la compétence qu'ils ont accumulée au fil du travail sur ce projet-là. Oui, parfait. Mais tu as parlé de un truc très important. Tu as dit que vous avez pu lever des fonds. Parce que vous avez pu lever des fonds et après, donc vous avez fait la levée de fonds, vous avez fait évoluer le produit, à la fin, vous l'avez vendu. Mais quand on parle de levée de fonds, on parle de combien et de comment vous avez fait pour l'atteindre? Est-ce que tu peux nous divulguer ces chiffres-là ici? Officieusement, on était autour de une soixantaine de mille d'euros. Non, c'est officiellement. On était sur une soixantaine de mille d'euros. Officieusement, un peu plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais concrètement, je pense que la question qui va plus t'intéresser, c'est comment effectivement on lève ce genre de somme. Ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, il y a beaucoup de cash sur le continent. Donc, toi et moi, par exemple, on est de la diaspora aujourd'hui, mais on vient de notre pays d'origine. Et dans notre pays d'origine, on a la croyance populaire voudrait qu'on se dise qu'il n'y a pas de cash. En fait, il y en a. C'est juste que, à mon avis, en tout cas, le modèle le flux financier n'a pas la même structure que celle de l'Occident. Du coup, si on veut faire de l'analogie ou de la comparaison, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Mais en fait, il y en a, sauf qu'il faut comprendre comment est-ce qu'elle circule en local pour pouvoir l'exploiter à notre avantage. Donc, là encore, j'ai envie de dire qu'il y a un petit goût de chance. J'ai tendance à mettre un certain nombre de choses sur le coup de la chance, même si en principe, il y a eu beaucoup d'intelligence derrière. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire pareil, mais qui n'y arrivent pas. Donc, là, en fait, l'idée, de toute façon, c'est au fil de cet échange, de partager les outils pour que, voilà, au moins les autres essayent et qu'au fil après leur propre expérience, qu'ils puissent partager leur retour. Parce que je pense qu'il y a des indicateurs qui ont favorisé
le fait que nous, on puisse lever ces fonds qui pourraient ne pas être les mêmes pour les autres. Que ce soit la bonne période, la bonne ville, le bon sujet, le bon écosystème, etc. etc. Concrètement, dans notre cas, on est, à mon avis, c'est même officiel, l'un des premiers projets au Cameroun, donc mon pays d'origine, à avoir réussi à lever un peu plus de 20 millions uniquement grâce aux réseaux sociaux, sans plateforme. Donc là, concrètement, c'était des gens qui contactaient, qui disaient « J'ai entendu parler de ton projet, je suis très intéressé, dis-moi un peu plus, je vais mettre 300 000 à l'intérieur, je vais mettre 500 000, je vais mettre 2 millions, je vais mettre 3 millions. » Donc c'était très souvent des jeunes travailleurs et pour certains des super cadres, des C-level en fait, ça s'appelle des C-level, mais c'est des cadres supérieurs. Donc c'était non seulement une occasion d'avoir dans notre portefeuille des personnes qui ont des influences dans des entreprises locales, sous-régionales en fait, puisque c'était pas que camerounaises. Et deuxièmement aussi, c'était l'occasion d'avoir des bêta-testeurs zéro, donc des gens en fait qui pourraient potentiellement s'intéresser à la solution finale une fois qu'elle sera réalisée. Donc aujourd'hui, à cette époque-là, du coup, c'est le personal branding dont on a parlé plus haut qui a été d'une très bonne aide parce que justement, on avait accumulé la communauté autour de notre projet, surtout moi. Au final, je pouvais me retrouver, je pense que quand je faisais ma petite stat naturelle personnelle, j'avais, je pense, une petite soixantaine de pourcents de personnes dans mon réseau qui étaient des chefs de projet, des chefs de projet ou chefs d'entreprise, donc des personnes qui étaient responsables de quelque chose. Et le reste, voilà, c'était plutôt un public fan, donc on peut pas forcément connaître leurs intentions, mais voilà, en tout cas, c'est une grosse population, puisque j'étais très sensible au public de personnes à qui je propose mes contenus, donc si je ne suis pas celui du public, je pouvais éjecter facilement de ma liste de contacts, donc peut-être un peu froid comme ça, mais c'était pour maximiser mes taux de conversion sur mes contenus. Mais en gros, globalement, on avait une belle population de personnes qui s'intéressaient à nos contenus. On faisait régulièrement du contenu pour partager notre expérience et notre vécu et notre perception, en fait, de l'économie ou de l'écosystème tech local. Je me rappelle d'ailleurs que j'avais écrit un article dessus, qui est toujours disponible sur RFI, par rapport à l'entrepreneuriat ou du médiaprenariat, parce que c'était une époque où on avait quand même pas mal d'entrepreneurs qui étaient plutôt des médiapreneurs, en fait, et qui, voilà, en fait, c'était en gros des stars, plus le travail, en tout cas, c'était l'impression apparente. Et voilà, donc à force de communiquer sur des sujets, j'ai envie de dire, socio-économiques liés à l'entrepreneuriat qui intéressaient les gens, ça a attiré en fait l'attention de personnes qui étaient dans le milieu et qui se posaient les mêmes questions. Et ensemble, du coup, on enrichissait nos réflexions et on construisait une vraie communauté. Et lorsque du coup, j'ai fait savoir qu'écoutez, moi, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je travaille que j'accompagne des entreprises en proposant des contenus de communication. J'aimerais travailler sur un logiciel. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais si vous me faites confiance, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je pense que c'est un gros sujet. Et il y a des plateformes occidentales, Randa Forest, Animaker, Potoons, etc. Je voudrais produire quelque chose de similaire que je vais mettre à la disposition du public local parce que cette plateforme-là ne propose pas des assets locaux. Donc le maïs, la prune, etc., etc. Je veux proposer une plateforme comme ça et j'ai besoin de votre aide pour pouvoir financer ce projet-là. D'accord, parfait. Voilà. Et dans mes comptes, je me retrouve avec un peu moins de 5 millions. À 4 millions et poussière. Ça faisait depuis 2015 que je travaillais dessus. On était en 2018 déjà, dans 3 ans, même presque. Voilà, j'ai dans mon compte, dans mon solde de tout compte, je me retrouve avec 4 millions et poussière, 4 millions 800 000 et poussière, et j'ai besoin de votre aide pour pouvoir arriver à au moins 16 millions pour financer ce projet. D'accord. Voilà, j'avais déjà mes bureaux à Douala, Puna Moussadi, j'avais ma petite équipe, on se battait bien. Et les gens, ils aimaient ça. Ils étaient séduits par le fait que voilà, c'est un débutant dans la partie tech, mais concrètement, c'est pas un débutant en tant qu'entrepreneur. Donc, il aura tendance à trouver des astuces pour pouvoir suivre, en fait. Je vois très bien. Et ça séduisait les gens. Et au final, je pense même à l'époque, on m'a soutenu, pas parce qu'on voulait que le projet avance, mais parce qu'on a vu en moi une lumière, une sorte d'espoir, en fait, pour les autres. Donc, du coup, on est surpris quand je fais le message. L'équipe partage, la communauté partage. Et je reçois le lendemain un premier appel, il me dit écoute Josiel, j'aime bien ce que tu fais, je suis prêt à mobiliser 800 000 dessus. Parfait. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, ce que je retiens quand même, c'est
c'est que quand même, il y a la persévérance dedans. Tu as toujours cru à ton truc, tu as une vision claire dessus, ce qui t'a permis de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu as pu lever quand même plus de 60 000 euros. Et après, revendre maintenant à des personnes. Tu m'as pas encore communiqué le prix, mais tu vas le dire tout à l'heure, à des personnes. Et voilà, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et avec cette vidéo, plusieurs personnes vont voir que, en fait, c'est la fin qui compte, et aussi avoir une bonne vision de ce que ton produit doit faire. Donc déjà, je vais finir avec cette première. Non, ça, l'avant-dernière question. Déjà, c'est à combien tu l'as finalement vendu ton produit? Non, c'est un sujet délicat, c'est un Ah ouais, sujet sur je lequel on ne savais. veut pas, Oui, on veut pas rendre ça officiel puisque notre distributeur, enfin, notre oui. acquéreur ne voulait pas rendre Ok, officiel cette affaire puisque d'accord. voilà, c'est pas forcément ce sujet sur lequel il voudrait être, mais elle a été Oui. closée à un peu plus de mon auto de 200K euros. D'accord, d'accord, parfait. Non, mais nous Donc, sommes déjà à la fin de la vidéo. Je vais te laisser l'antenne. Pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, quand même, Jovial a 7 ans d'expérience en tant que product owner, qui a aussi été mon prof. Hein, pour tous les gens de la communauté qui ne le savent pas, il a été mon prof de product owner et qui a levé des fonds, qui vous a donné un peu des secrets dedans et après a vendu son application. Ok, quel mot de fin aurais-tu à donner à tous ces jeunes-là qui vont voir cette vidéo, qui vont vouloir en fait embrater ton pas? Parce que je pense que tu as fait l'échelon dans le domaine de l'entrepreneuriat, le freelance, créer son application. Donc l'antenne est à toi et je te laisse t'exprimer. merci Mofid. C'est vrai que ça a été un peu speed comme ça, mais ce que je tenais à dire, je pense qu'il y a 3 choses qui sont très importantes. La première, c'est l'état d'esprit. La deuxième, garder les pieds sur terre. Et la troisième, la vision. Donc, par rapport à l'état d'esprit, c'est très important que chaque jeune qui fait ce qu'il fait garde à l'esprit que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une équipe, l'objectif, c'est de vivre. Et que vous soyez seul sur votre projet, donc vous écrivez des articles, vous êtes blogueur, que vous soyez peintre, que vous soyez musicien, ou que vous soyez accompagné d'une équipe parce que justement les choses grossissent et que vous êtes sur un sujet sur lequel vous avez besoin de plusieurs mains pour pouvoir avancer, le plus important pour vous, c'est de vivre. J'ai envie de dire que je pense que le projet, c'est un carburant pour enrichir sa vie et non l'inverse, en fait. Parce qu'au final, voilà, n'oubliez pas que vous avez une vie, vous avez une famille, vous avez des proches. C'est peut-être pas eux qui vont vous dire comment vous allez vivre votre vie, mais c'est très important que vous les mettiez au premier plan, en tout cas les plus importants, donc vos parents, votre compagne, votre compagnon, qu'ils soient au premier plan et qu'ils soient le repère en fait qui va driver le reste de vos projets. C'est très important, s'il existe. Ok. Ça, c'est la première chose. Ouais. Maintenant, la deuxième chose, le réalisme. C'est très important aussi de garder à l'esprit que votre projet, il a une durée de vie. Et la durée de vie, vous ne la contrôlez pas. La durée de vie peut être de 200 ans, de 1000 ans, de 2000 ans. Parce que voilà, au fil des années, le produit s'enrichit, il évolue, il change de direction. Et voilà, comme Castel, comme Total, comme etc. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Ou il peut avoir une durée de vie de 2 ans, de 6 mois. Donc ça, c'est pas de votre faute, ça ne change, ça n'a aucune influence sur votre intelligence. C'est juste le projet qui a cette durée de vie-là. Parce que le paramètre ou l'écosystème ou le contexte est prêt ou n'est pas assez prêt pour qu'il puisse être plus vieux que ça. Ça n'a rien à voir avec votre intelligence, il faudrait l'accepter à un moment donné et pouvoir avancer. Donc ça, c'est un réalisme qui est très important au projet. Et moi, j'étais forcé d'accepter ça avec plus pointe. Maintenant, la troisième chose par rapport à la vision, il faut garder à l'esprit que votre objectif, vous le fixez dans votre tête. L'objectif, pour certains, c'est d'être ultra riche. L'objectif pour d'autres, c'est d'être extrêmement calé dans un domaine. L'objectif pour d'autres, c'est de pouvoir saluer la main d'un président de tel pays. Il faut garder à l'esprit que votre objectif, c'est un objectif profond qui est ancré dans votre âme. L'autre objectif de certains, c'est de pouvoir être meilleur que leurs parents, voilà, etc. En tout cas, il faut garder à l'esprit que votre projet, c'est juste un outil pour driver votre objectif de base, votre objectif profond. Okay. Donc, si c'est le projet à travers lequel vous arrivez à accomplir cet objectif qui est au fond de vous, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas via ce projet-là que vous arrivez à atteindre les objectifs que vous êtes fixés dans votre âme, ça sera un autre projet, ainsi de suite. Et vous scalez, vous avancez, vous switchez, vous changez de direction. Parfait. Donc voilà. Parfait, ça serait ton mot de fin. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour la vidéo. À la prochaine. À la prochaine, Mofid.